le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. À raison d'une portée de 9 petits tous les 2 mois, le rat conquiert le monde. 2 espèces en particulier, Rattus ratus, le rat noir ou rat des champs, et Rattus norvegicus, notre rat d'égout. Inexorable, l'expansion du rongeur est dopée par le trafic maritime international, la destruction des milieux naturels et l'urbanisation. Conséquence, les contacts entre l'homme et le rat augmentent et inquiètent l'Organisation mondiale de la santé. Les rats sont au carrefour de tous les grands déterminants de la santé publique mondiale actuelle. Ces rats ont un impact global et considérable sur la santé humaine pour 3 raisons principales. La première à cause des agents infectieux qu'ils peuvent transmettre à l'homme. La deuxième à cause de l'impact sur l'état nutritionnel des populations, parce que les rats sont en compétition avec la population humaine pour les ressources alimentaires. Et enfin, toutes les dégradations qu'occasionnent les rats sur le cadre de vie de la population. Moi je sais même pas, vous lève, filme, regarde là combien. Ouah, gros, 1 million de rats, wesh. Les chiffres donnent le vertige. 25% des incendies seraient liés aux dégradations des installations électriques causées par les rats. Le petit mammifère engloutit la nourriture de 280 millions d'individus et les maladies liées aux rongeurs, principalement le rat, affectent 400 millions de personnes dans le monde. Il faut savoir que les rongeurs transmettent plus de 60 maladies infectieuses qui peuvent affecter l'homme, donc c'est énorme. Alors il y a des maladies qui sont extrêmement emblématiques, comme la peste par exemple. On la croyait engloutie par l'histoire, et pourtant la peste n'a jamais disparu. Après avoir tué 1/3 des Européens au XIVe siècle, elle a marqué la mémoire collective d'une empreinte indélébile. Aujourd'hui, le monde vit dans la 3e pandémie de peste. Elle a commencé au début du XIXe siècle. La maladie est présente sur presque tous les continents. 1994, panique dans le sud de l'Inde. 2003, en Algérie. La peste apparaît mystérieusement, sans prévenir. Dans certains pays, comme Madagascar, elle revient chaque année entre août et septembre. La Grande Île a même connu un pic inédit en 2017. C'était la plus grosse épidémie de peste dans les 25 dernières années, avec plus de 600 cas, 55 morts. Et on se rend compte que ce type d'épidémie, au-delà du nombre de cas, de morts, a un impact considérable. D'abord, il désorganise totalement les systèmes de santé. Alors souvent, quand ce sont des pays pauvres, dont le système de santé est déjà faible, c'est catastrophique. Ça a un impact économique également. Hein, et ça crée des paniques à l'échelle internationale, surtout pour des maladies comme la peste qui ont extrêmement marqué l'humanité tout entière. Donc tous ces phénomènes vont au-delà du nombre de cas. C'est extrêmement déstabilisant pour les pays. Durant l'épidémie 2017, Madagascar a dû interrompre ses exportations et empêcher les touristes de débarquer sur l'île. C'était la première fois que la peste touchait la capitale du pays. Ça, c'est un aspirateur à puce. Au fur et à mesure qu'on brosse le rat, on les aspire directement, comme pour les attraper vivants. Infectée par le bacille, cette femme a été prise en charge à temps, mais elle reste contagieuse. On ne peut pas s'approcher d'elle à moins de 2 mètres. Autour d'elle, tout est désinfecté. Je ne ressens pas vraiment de douleur, mais j'ai les muscles tout courbaturés, un peu comme si je venais de faire une longue course à pied. Le bacille de la peste est une des bactéries les plus dangereuses au monde. Elle infecte des puces qui, à leur tour, transmettent la maladie aux rongeurs, principalement les rats, puis contaminent l'homme. Généralement, les rats infectés meurent. Les puces, affamées, cherchent alors un nouvel hôte, un autre rat, voire un humain vivant à proximité. L'Institut Pasteur de Lille héberge une équipe de scientifiques qui cherchent à décrypter les mécanismes de l'infection et les différentes étapes de la transmission de la maladie. Lille est le seul laboratoire européen à étudier la progression de la peste dans des conditions proches de la nature. On y trouve toute une collection de puces. Comme c'est le vecteur principal de la peste,
et notamment cette espèce de puce qui est l'une des plus efficaces à transmettre la maladie, on l'utilise pour comprendre un peu quels sont les mécanismes utilisés par la bactérie pour justement établir une infection au sein de ces insectes et être transmise au sein des populations de rongeurs ou même de mammifères tels que l'homme ou d'autres mammifères. Ces minuscules insectes se manient avec beaucoup de précautions. Tout est agencé pour éviter qu'ils s'échappent. Il faut l'aide du microscope pour comprendre comment une puce transmet à son hôte le bacille de la peste. Donc ici, on reconnaît un tube digestif de puce. Lorsqu'il y a infection, les bactéries ont finalement produit ici un bouchon qui va obstruer le tube digestif de l'insecte au niveau du ventricule totalement. Il est complètement bouché, si bien que lorsque la puce tente de prendre un repas sanguin, le repas passe par l'œsophage, évidemment, mais il est stoppé au niveau du ventricule. Et là, il se contamine au contact du bouchon bactérien, et comme il ne peut plus être ingurgité, eh bien, il est régurgité au point de piqûre. Et c'est comme cela donc, que le bacille de la peste est donc transmise aux mammifères. Sur cette image, le proventricule sain agit comme une valve à l'entrée de l'intestin de la puce. Sur celle-ci, il est complètement envahi par les bactéries, représentées en bleu. L'infection peut prendre plusieurs formes suivant son cheminement dans l'organisme. Après inoculation de la bactérie par la puce, les bactéries, généralement, dans 70 à 90% des cas, sont déposées dans la peau et vont migrer depuis la peau vers le ganglion, ce qui va conduire à la production d'un ganglion hypertrophié qui est dénommé bubon. Depuis le bubon, les bactéries vont disséminer directement dans le sang et pouvoir coloniser un grand nombre d'organes et tuer l'individu. Et dans 10 à 30% des cas, cependant, les puces peuvent également régurgiter des bactéries directement dans un vaisseau sanguin. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas production de bubon, il y a production directement d'une septicémie, présence de bactéries dans le sang. On parle de peste septicémique primaire, alors que dans l'autre cas, nous parlions avec un bubon d'une peste bubonique. Et dans les deux cas, suite à cette piqûre de puce, qu'elle soit directement dans un vaisseau sanguin ou dans la peau, il peut y avoir, lors de la septicémie, donc lorsqu'il y a des présences de bactéries dans le sang, la colonisation des poumons, et les individus vont développer une peste qu'on qualifie de pulmonaire, donc une maladie pulmonaire, et compte tenu que c'est une infection pulmonaire, ils peuvent cracher un peu des bacilles et donc contaminer leurs voisins sans l'intermédiaire des puces. Et là, nous avons vraiment la transmission de la peste pulmonaire qui est aussi extrêmement grave. Non traitée aux antibiotiques, la peste pulmonaire tue en moins de 3 jours. Elle est mortelle à 100%. À Madagascar, Bernadette a été soignée. Elle a reçu une dose massive d'antibiotiques, 32 injections en 8 jours. Cette bactérie a vraiment la capacité de faire en sorte de réduire le système immunitaire à son strict minimum et en fait quasiment l'éteindre. Elle possède un tas de facteurs qu'on dit de virulence qui lui permet de paraître un peu silencieuse, furtive. Et lorsqu'elle rencontre une cellule immunitaire, elle va utiliser clairement une seringue pour injecter des toxines au sein de la cellule immunitaire. Et ces toxines, elles ont plusieurs buts. C'est d'empêcher que le globule blanc mange la bactérie pour pouvoir la détruire, mais c'est aussi faire en sorte d'empêcher le globule blanc d'émettre ce qu'on appelle des signaux d'alarme, des cytokines inflammatoires qui vont alerter les autres cellules immunitaires. Et ces toxines vont également induire par contre des signaux de dire tout se calme, donc c'est ces toxines anti-inflammatoires, et elles vont enfin détruire, provoquer la mort provoquée du globule blanc. Donc ça tue, ça élimine vraiment toute la cellule immunitaire de fond en comble. La bactérie, malheureusement pour nous, dans la plupart des cas, le système immunitaire est incapable de la contrôler. Elle avance, elle tue nos soldats et nous en mourrons. Ce tueur s'appelle Yersinia pestis, du nom de son découvreur, le Suisse Alexandre Yersin. En 1894, cet élève de Pasteur prélève le bacille dans les bubons de pestiférés à Hong Kong. Les échantillons sont analysés à Paris, où depuis, la recherche n'a jamais cessé. Il s'agit d'une bactérie qui est très pathogène, qui est sensible aux antibiotiques. Cependant, à Madagascar, par exemple, en 1997, on a isolé une bactérie résistante à 8 antibiotiques différents. Donc, aujourd'hui, une bactérie comme le bacille de la peste, qui deviendrait résistante aux antibiotiques et qui pourrait se répandre dans plusieurs pays, ça serait une catastrophe d'un point de vue de santé publique.
Une catastrophe d'autant plus grande quand on sait que 10 bactéries suffisent à tuer une souris, 80 un homme. Dans ces laboratoires, les chercheurs sont contraints de respecter des conditions de haute sécurité afin d'éviter tout contact avec le matériel biologique. Priorité de Pasteur Paris, le développement d'un vaccin. À ce moment, si on peut dire, on a fini la partie laboratoire, donc études chez les rongeurs, et on est prêt pour passer à des études chez des primates non humains, donc des macaques par exemple. C'est une première partie qui est nécessaire avant de passer à une étude clinique, si on peut dire. Donc vraiment, on est avec un produit assez finalisé qui est prêt pour passer à des tests plus importants. Ces recherches sont en partie financées par la Défense nationale française. La peste n'intéresse pas que les scientifiques. Malheureusement, le bacille de la peste, c'est une bactérie qui pousse très facilement en conditions des laboratoires. Donc, c'est un bacille qui, dans des mauvaises mains, pourrait être utilisé très facilement. Menace la plus redoutée, le bioterrorisme. Il faut dire que les bacilles de la peste a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on utilisait les bacilles de la peste comme arme de guerre biologique. Et en effet, les vaccins qu'on est en train de développer pourraient être un élément important de défense en cas d'une utilisation terroriste. Terrorisme ou pas, la peste inquiète, même si elle n'est pas la plus fréquente des maladies transmises par les rongeurs. Les experts de l'OMS sont formels. Les foyers potentiels de l'infection s'étendent et les risques d'avoir plus de cas humains sont bien réels. La peste n'est pas prête de disparaître. Ce n'est pas une maladie éradicable pour la simple raison que c'est d'abord une maladie des rongeurs. Donc à moins de faire disparaître tous les rongeurs, et en particulier les rats, il n'y a aucune chance que cette maladie soit éradiquée. Maintenant, elle peut être contrôlée. Et ça, c'est lié en partie au développement, et c'est pour ça qu'on ne voit plus de peste en Europe comme on a pu en voir avec la peste noire d'époque médiévale. Le développement, la lutte contre la pauvreté, un certain nombre d'améliorations en termes de pratiques agricoles. Néanmoins, on peut remarquer qu'un pays comme les États-Unis continue à avoir une douzaine de cas de peste par an. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas une maladie éradicable et ce n'est pas seulement un problème de développement. Cette idée de contrôler, de maintenir un équilibre plutôt que d'empirer la situation en essayant d'éradiquer un animal ou un pathogène, c'est l'approche moderne et pragmatique de la santé. Il faut protéger l'environnement et réduire les inégalités sociales. C'est le meilleur moyen d'éviter que les rats ne deviennent trop nombreux et trop proches des humains. Et donc de limiter le nombre de maladies qu'ils peuvent nous transmettre. Car la liste est longue. La plus répandue de ces zoonoses, c'est la leptospirose. Elle fait des victimes partout dans le monde, y compris ici. Elle se soigne bien, mais à condition d'être diagnostiquée à temps. Genève, dans une cave du centre-ville. Il y a une présence de rongeurs là. Ouais, il y a des excréments de partout. Ouais, il y a des cadavres de rats de partout de morts. Ok, il faut trouver la source maintenant. Vous y pensez à vos maladies? C'est quelque chose qui vous inquiète? Il y en a de plus en plus, donc oui, maintenant on y pense. Il faut quand même se protéger avant tout, nous, et puis après, il faut faire les choses dans le bon ordre, surtout. Johan Pluskelec se protège de la leptospirose. À l'origine de cette maladie, les leptospires, une famille de bactéries présentes dans les reins des rongeurs infectés. Il suffit d'un contact entre l'urine contaminée du rat et une petite plaie, ou les muqueuses, pour attraper une leptospirose. Cette maladie, souvent anodine, peut présenter des formes extrêmement sévères. Dans le monde, 70 000 personnes en meurent chaque année. Il vaut donc mieux éviter tout contact avec les déjections. Dès qu'on ouvre une trappe ou quelque chose comme ça, et qu'ils sentent de l'air un petit peu au niveau des égouts, ils sortent de suite. C'est ce qui se passe ici. Là, il y a une bouche d'égout qui est ouverte, donc ils sortent. Autre profession à risque, les pêcheurs. Les rats affectionnent particulièrement les quais. Ils y trouvent très souvent de la nourriture et rôdent toute la nuit autour des filets.
quand on roulait sur le quai, il fallait éviter les rats pour ne pas les écraser. Maurice Périssol a contracté une forme grave de leptospirose en 2008. Il a probablement été contaminé en manipulant ses filets à main nue. Au moment où il ressent les premiers symptômes, il pense à un refroidissement. Et puis, c'est une lente descente aux enfers. Ça va commencer, j'étais fatigué, tout, comme si j'avais une grippe, quoi. Et puis bon, ça, au bout de 4-5 jours, c'est vraiment j'avais plus d'équilibre, tout, je ne pouvais plus descendre les escaliers et tout. Puis ma femme a téléphoné au médecin, expliqué, puis il a dit il faut tout de suite aller en urgence à l'hôpital. Je traînais à l'hôpital, toujours plus mal. Le docteur, il cherchait. Alors, il me donnait des antibiotiques, mais pas les bons. Les médecins cherchent et ne trouvent pas. L'état de Maurice s'aggrave. Il est plongé dans un coma artificiel. Ils m'ont ouvert, ils m'ont coupé un bout d'intestin. Et puis après, 2 jours après, ils m'ont rouvert pour enlever 80 cm. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, quoi. Maurice va toujours plus mal. Les médecins envoient ses analyses à l'Institut tropical suisse de Bâle et comprennent enfin de quoi souffre le pêcheur. Une forme sévère de leptospirose. Il fait une septicémie, une infection généralisée. Les pieds étaient noirs. Les 2 phalanges, ils étaient nécrosés. Encore une fois, le médecin à l'hôpital, il voulait me couper le pied. Maurice Périssol s'en sort finalement avec une amputation de quelques phalanges. 5 ans plus tard, en 2013, son collègue Julien Monet tombe malade à son tour. J'ai directement demandé à ce qu'on fasse des examens pour la leptospirose, connaissant justement dans plusieurs pêcheurs qui l'avaient déjà attrapé et quels étaient les symptômes. Et à ce moment-là, on m'a dit que la leptospirose, c'était quelque chose d'extrêmement rare et que ça valait pas la peine de faire des examens pour ça. Et du coup, j'ai insisté pour qu'il le fasse. Et du coup, à juste raison, parce que le fait d'avoir pu la traiter rapidement, ça a bien aidé les choses. Quels étaient les signes que vous observiez sur vous? Ça commence de la même manière qu'une grosse grippe. Du coup, les mal de tête, la fièvre, et puis très vite, les douleurs musculaires importantes. Je dirais. J'étais rentré le samedi à l'hôpital et le mardi, je commençais à avoir les mains jaunes, le foie qui était touché. Et à ce moment-là, ils ont quand même commencé un antibiotique avant d'avoir les résultats d'examen. Contrairement à Maurice, Julien ne garde aucune séquelle de sa leptospirose. Mais là où leurs expériences se rejoignent, c'est dans leur difficulté à s'être fait entendre du corps médical, comme d'autres pêcheurs également passés par là. Le copain pêcheur qui a la cabane plus loin, il a eu la même chose. Et encore une fois, lui, il a eu la même chose, tout ça. Puis ma femme, il était le trouvé, tout ça. Puis elle a dit au médecin, c'est la même chose que mon mari, c'est la maladie des rats, quoi. Ah non, nous, on connaît notre métier, il ne faut pas nous apprendre. Et puis maintenant, il est paralysé d'un bras. Hein. 1 million de personnes sont infectées chaque année dans le monde. La Suisse connaît une dizaine de cas graves par an. 80% des leptospiroses sont des formes moins sévères, beaucoup passant même totalement inaperçues. Les médecins reconnaissent donc ne voir que la pointe de l'iceberg de cette maladie difficile à diagnostiquer. S'il y a une histoire de voyage, c'est sûr qu'on a une probabilité qui est plus haute. Pour quelqu'un qui vient avec une fièvre ici, si chaque fois on pense leptospirose, on fait faux. Donc on se dit c'est d'abord une grippe, enfin les maladies fréquentes. Ce qui est important de nouveau, c'est de toujours demander
si les gens autour de soi sont malades. Par exemple, une grippe, souvent, on a son entourage qui a eu un épisode de grippe. Et puis, de nouveau, de dire qu'est-ce que les gens font comme métier, comme sport. Puis on se dit, ah tiens, il fait du bateau. Ah, bah, peut-être qu'il a pu être infecté avec de l'eau, par exemple. Donc ça, c'est les éléments qui peuvent nous orienter un peu dans le diagnostic. La leptospirose sévit sous nos contrées, mais à l'origine, c'est une maladie tropicale. Et les Suisses aiment voyager. Blaise Janton est infectiologue. Il sait qu'à côté des professions exposées, comme celle de pêcheur, il y a les activités à risque. En 2015, une famille entière a été infectée en faisant du kayak en Thaïlande. Les vacanciers auraient avalé de l'eau contaminée par des rongeurs. Non traitée à temps, la leptospirose peut être fatale. La bactérie va pénétrer dans le corps, elle va être transportée et se multiplier en fait dans le sang pour faire un état, chez les formes graves, un état septique, comme on appelle, c'est une multiplication très importante de la bactérie, avec une atteinte d'organes importants pour le fonctionnement de l'organisme, comme le foie et les reins, par exemple. Donc, la personne ne va plus pouvoir éliminer les déchets comme avant et peut mourir, en fait. Maurice Périssol a eu plus de chance, mais il lui a fallu beaucoup de patience. Ça fait 10 ans que j'ai eu ça. Il y a 3-4 ans où je suis vraiment de nouveau en forme. Ah ouais, j'étais en bas. Hein. Des médecins croyaient à votre guérison? Non, je ne pensais pas. Mais premièrement, on a quand même un métier sain. On est en plein air. Et puis, c'est ça qui m'a sauvé, je pense. Vous êtes un peu un miraculé, alors? Ben, c'est ce qu'ils disent. Une deuxième vie, j'en profite. Leptospirose, peste, ces maladies bactériennes alimentent une source d'inquiétude grandissante chez de nombreux chercheurs. La résistance aux antibiotiques. Les maladies bactériennes en général et en particulier ces maladies transmises par les rongeurs sont complètement oubliées. Je pense que c'est lié au fait que pendant très longtemps, avec l'avènement des antibiotiques dans les années 50, on a eu une sorte d'arme totale contre les maladies bactériennes. Le problème, c'est qu'avec le développement de la résistance aux antibactériens, aux antibiotiques, qui est une priorité de santé publique globale, on va se retrouver dans beaucoup de cas de figure avec des maladies bactériennes qu'on ne pourra plus que difficilement gérer. Donc c'est un vrai problème. Il faut continuer à investir dans la recherche et le développement pour ce type de pathologies qui sont plus que négligées, qui sont oubliées, en particulier de tous les grands partenaires internationaux, des bailleurs. Agir globalement, mais aussi au niveau local. Les rats font partie de la nature. Ils occupent une fonction écologique, mais pour ceux qui les côtoient au quotidien, il est nécessaire de contrôler leur population. Gérard Coindet est biologiste. Il ne cache pas son admiration pour ce rongeur opportuniste, ce qui ne l'empêche pas de réguler leur nombre à l'aide de raticides anticoagulants. Ça, c'est des milieux où ils peuvent nicher, proliférer, etc. Et puis les gens nourrissent ici. Bah oui. Nous, on les nourrissait. Je suis désolée. Vous désaratisez, nous, on les nourrit. Parce qu'on nourrit les canards. Puis c'est sympa à regarder les canards. Mais au bout d'un moment, quand il y a les rats, c'est beaucoup plus intéressant pour les enfants. Donc on aimait beaucoup les rats. Maintenant, il n'y en a plus. On est triste, mais c'est pas grave. Même régulés, les rats ressurgissent à la moindre occasion. Restes de nourriture sur les quais, dans les égouts, via les toilettes où les gens vident leurs casseroles. Près de l'homme, ils mangent à leur faim. J'ai beaucoup de respect pour les rats. C'est des animaux très intelligents, c'est beau, mais les dégâts potentiels, et puis les dégâts réels, que ce soit sur la nourriture, les matériaux, les problèmes sanitaires sont importants. Donc c'est ça ma motivation, quoi. On ne peut pas imaginer une ville, des bâtiments, des gens qui habitent dans des locatifs, des bâtiments, sans une lutte constante ou des mesures de précaution contre les rats.
en revient toujours au même constat, le plus prudent pour protéger toutes les formes de vie, c'est la symbiose et l'équilibre. Les participants au mouvement pour la protection du climat ne disent d'ailleurs rien d'autre. Au nom de toute l'équipe de 36.9, merci de votre attention, très bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.